Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Eh ben je vais très bien, et toi comment ça va ? Bah ça va bien. Alors, qu'est-ce que t'as fait de beau cette semaine ? Raconte-moi. Alors, cette semaine, j'ai regardé Creed 1 et 2, parce que tu te doutes que je vais aller au cinéma bientôt voir le 3. Des bons films, hein, le 1 et le 2, avec une petite préférence pour le 1, mais c'était cool. Oui, c'est vrai. J'ai continué Nier Automata, l'animé, dont j'ai fait une chronique, hein. N'hésitez pas à l'écouter sur les épisodes précédents. Et je suis toujours sur Wolong, qui sera mon test dans 2 semaines, donc un petit peu de teasing. Et j'attends mon Bayonetta Origins, là, donc si le facteur sonne et que vous entendez à la porte, je serai obligé de quitter le podcast pour aller récupérer mon jeu, évidemment. Moi, j'ai fait monter la hype Resident Evil chez moi. Après la démo, j'ai fait Resident Evil 2 Remake, que j'ai recommencé, que j'ai fini en 1h47, donc je suis pas peu fier, hein, c'est mon record pour l'instant. J'ai repris Resident Evil 6, mais je fais juste la campagne de Léon, histoire de rester un petit peu dans la thématique. Tu te prépares ? Ouais, je me prépare tout à fait, parce que bon, mine de rien, là ça arrive, hein, dans 9 jours, au moment où on écrit. Et également, j'ai regardé un vieux film des années 70 que j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle The Warriors, les guerriers de la nuit en français, donc qui est, ma foi, très très actuel avec ce qui se passe en ce moment, les manifestations et tout. Donc, intéressant, je connaissais pas du tout. C'était une petite semaine tranquille. Le sommaire, qu'est-ce que tu nous as concocté de beau pour cet épisode ? On va parler de Far Cry 5, une petite mise à jour dont tu vas nous expliquer son contenu. Après, on va parler de Cyberpunk. Là, on sera plus en mode spéculatif sur le gros DLC qui va arriver. Après, un petit point sur les ventes Resident Evil. Capcom a communiqué des chiffres mis à jour en mars. Et après, on enchaîne sur le jeu Meteor Maker, que je voulais vous faire découvrir parce qu'il a attiré mon attention. Il va être intéressant, on va voir ça après. En tant que boomer, hein, on a fait Goldorak, maintenant on va faire Cobra, on va parler un petit peu des annonces autour de cette licence. Le test de la semaine sera Dead Cells, avec un focus sur le nouveau DLC Return to Castlevania, et un comics Gotham Knight pour terminer ce podcast. Donc belle émission en perspective, c'est le moment de se lancer. Générique. Far Cry 5, la mise à jour next-gen qui va bien. Donc Far Cry 5 est disponible depuis le 26 mars 2018, donc ça commence à faire un petit temps maintenant. Ah oui. Et le jeu s'apprête à accueillir très prochainement une mise à jour majeure qui fera très certainement plaisir aux joueurs Xbox Series XS et PlayStation 5. En effet, c'est par le biais de Twitter qu'Ubisoft a invité les joueurs à célébrer le 5e anniversaire de Far Cry 5. Durant les 3 prochaines semaines, l'éditeur précise également qu'une fonctionnalité très très importante et très demandée par les joueurs arriverait sur console next-gen. Donc, ça ne serait pas la première fois qu'Ubisoft upgrade ses titres, dans la mesure où ils l'ont déjà fait avec Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Odyssey, qui étaient sortis sur la génération précédente. Donc, si c'est le cas, c'est cool, car ils annonceraient du 4K 60 FPS en natif, en mode performance, donc... pourquoi pas. Ouais, un jeu que tu affectionnes tout particulièrement, je crois. Et c'est gratuit tout ça, ces mises à jour qui arrivent ? La mise à jour est gratuite. Chez Ubisoft, ça c'est bien chez eux. Toutes leurs mises à jour next-gen sont gratuites, donc ça c'est cool. Oui, Far Cry 5, c'est un bon épisode. Ça fait partie de mes épisodes préférés de la licence. Surtout rapport à son méchant, qui est vraiment charismatique. En fait, en gros, on affrontait un gourou d'une secte, en fait, qui prêche la fin du monde. Et notre but en tant que marshal, en fait, on doit l'arrêter. Donc on arpente toute la map qui s'appelle Hope Country, je crois. Ouais. Et le but étant de capturer ou de tuer ses généraux, qui sont sa famille, et lui derrière pour le capturer ou le tuer également pour éviter qu'il engraine d'autres personnes. Donc c'était vraiment un scénario très mature, et surtout le twist de fin de jeu était vraiment m'avait scotché à l'époque. Il t'a séduit. Et c'est l'épisode avec l'acteur de Breaking Bad, là ?
non ? Non du tout, ça c'est le 6, pour le coup, qui est vraiment pas bien. En fait, le problème du 6, c'est qu'ils sont repartis avec des composantes light RPG, des lootbox, tout ce que je déteste dans le jeu vidéo et qui colle pas avec un Far Cry. Donc du coup, voilà quoi, c'était le 6, je l'ai pas fini, il y avait 48 heures d'essai, on l'a fait en coop avec un pote. En plus, on a réussi à planter le jeu, parce qu'on a réussi à se pointer dans les zones les plus dures du jeu avec un tank qu'on a réussi à voler, alors que c'est même pas possible normalement. Mais non, le 6, c'est pas ouf. Non, là, c'est vraiment... c'est pas vraiment des acteurs connus qu'il y a dedans, mais l'ambiance, le côté Amérique, un peu de redneck et tout, survivaliste, c'était vraiment sympa. Et j'ai vu que le titre était jouable gratuitement du 22 au 23 mars, pour justement faire tester sur PC et console. Donc c'est l'occasion, enfin moi tu m'as donné envie, je pense que je vais le tester du coup. Clairement c'est l'occasion, après ça reste du FPS Ubisoft, donc il n'y a pas le principe des tours de contrôle qui permettent de débloquer la map comme dans tous les anciens Far Cry. Il y a un moment où on monte juste à une tour et le perso dit tu vas pas me faire ça tout le long du en gros tout le long du jeu, et le mec fait non t'inquiète pas, on n'est pas des enfoirés. Donc ça c'était plutôt marrant, cette vanne un peu méta. Mais non ouais, je te le conseille. Après ça reste du FPS, il faut aimer le genre, et si tu aimes le genre, le scénario est assez Ok. Bon, on en reparlera certainement alors. Ouais. Pour enchaîner, on reste sur du FPS, Cyberpunk. Donc on se souvient tous de cette sortie un poil chaotique. Je pense que le mot est bien choisi. J'ai jamais entendu parler, moi. Donc sortie un peu chaotique. Là, depuis, moi j'ai attendu une petite année pour faire le jeu et j'étais vraiment très satisfait du jeu. Là aujourd'hui il est stable, il est nickel, il tourne très bien. On en est déjà au patch 1.6 avec justement des éléments qu'ils avaient déjà commencé à rajouter de la série Netflix Edge Runner. Donc en fait j'ai choisi cette news pour reparler indirectement en plus de cette série qui est absolument géniale. On a tous les deux adoré, Kira. Oui, c'est clair. On a fait une chronique aussi, donc voilà, n'hésitez pas à farfouiller sur nos anciens épisodes. Et il y a une grosse rumeur autour du DLC Phantom Liberty, donc qui est le vrai gros add-on qui doit arriver et compléter le jeu, parce que comme je disais, des patchs et des DLC gratuits, il y en a déjà eu. Là, c'est vraiment une très grosse extension qui prévoit pour 2023. Et pour resituer un petit peu Phantom Liberty, en fait l'extension de ce qu'ils nous disent mettra l'accent sur l'espionnage, un peu en mode thriller polar. Donc tu vois, ça c'est ce côté qui me fait très envie, un peu enquête, un peu. Ouais, c'est tentant. Ouais, ça c'est vraiment ça, mercenaire et tout. Enfin, vraiment un truc un peu plus obscur, sombre et tout. Donc ça donne vraiment très envie. Et avec comme guest star d'ailleurs Idris Elba, je crois, l'acteur Idris Elba, c'est ça. Ouais. Qu'on retrouve dans les trailers et tout, plutôt pas mal. Et un joueur a farfouillé a priori les codes du jeu. Alors j'ai noté le nom de ce fameux joueur, il s'appelle Acrobatic Internal 2. Et sur Reddit, il expliquait qu'il a trouvé des éléments qui faisaient référence à un gros DLC qui arrive, donc Phantom Liberty, notamment sur une mission qui s'appellerait Casino Warfare. Et dedans, ce qui est très très cool, c'est que si la rumeur est vraie, on retrouverait Falco. Donc c'est un personnage secondaire de la série Cyberpunk Edge Runner. Un perso plutôt cool en plus, que j'aime beaucoup, à qui on rentrerait en interaction dans cette mission. Donc voilà, ça laisse à penser que ce prochain gros DLC, et encore une fois un DLC très attendu qui va être à mon sens un bel argument pour remettre la main sur ce jeu, ils vont intégrer davantage d'éléments, tu vois, de la série Netflix Edge Runner. Donc plutôt cool. Ah, carrément cool. Moi, je sais que je suis pressé. Ça fait partie des choses que j'attends le plus cette année. C'était l'occasion aussi, pourquoi je voulais t'en parler et en parler à nos auditeurs. Ce DLC est intégré des éléments de la série Netflix. On est dans du cross-média, on est dans ce qu'on aime. Et ça rappelle aussi le fait que quand la série Netflix est sortie, le jeu a eu un second souffle. Il y a eu plus d'1 million de joueurs connectés. Ouais, les gens sont relancés. Il est arrivé dans le top 3 des jeux Steam. T'en avais un petit peu parlé d'ailleurs, dans les précédents podcasts. C'est vraiment un élément pour relancer l'intérêt. Donc s'ils peuvent faire un petit jeu de ping-pong entre le jeu, la série, ça relance l'attrait des différents médias. Et franchement, je trouve ça super cool. Surtout que la série, encore une fois, est de très 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 grande qualité. Ouais, carrément. Je suis en phase avec toi et j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner. Un crossover série et Cyberpunk, le jeu, bah oui, carrément. Quoi. Il faut qu'ils misent là-dessus. Vraiment, là, on a eu des éléments, c'est du code, peut-être qu'une mission, etc. Mais vraiment, j'aimerais vraiment qu'ils mettent l'accent là-dessus et ce serait fou. Mais tous les deux, je pense qu'on va le faire, ce DLC de Cyberpunk. Ah oui, Day One. Pareil. Day One, dès qu'il sort, je passe à la caisse et je le fais direct.
On va faire un petit point pognon. On va parler de Resident Evil, le top de vente. En fait, on va refaire un petit point sur la saga Resident Evil. Car que serait un épisode de la Taverne du Gamer sans Resident Evil ? Voilà, c'est vrai. Clair. Voilà, faut se poser la question, donc ça n'existe pas, forcément. En fait, oui, Capcom a communiqué les chiffres de vente, donc c'est des chiffres arrêtés à février, donc c'est des chiffres quand même très récents, et on peut voir qu'on peut quand même distinguer certaines petites choses. Alors, tu as dû voir la news passer, je ne sais pas, mais pour toi, quel est le Resident Evil le plus vendu actuellement ? Alors, bonne question. Donc non, j'ai pas vu les chiffres passer, donc je vais donner un avis vraiment comme ça subjectif. Je dirais Resident Evil 5, je pense. Resident Evil 4 aussi. Mais il y a une raison à ça. Je te dirai pourquoi je pense à ces épisodes. Ouais. Peut-être Resident Evil 1, il est tellement culte qu'il a dû se vendre à l'appel. Et j'espère que Resident Evil Rebirth est bien placé parce que c'est le meilleur Resident Evil à mon sens. Et pourquoi je disais ça sur les premiers épisodes ? C'est qu'ils ont été tellement portés sur plein de plateformes que je me dis, tu vois, potentiellement ils sont bien vendus. C'est vrai que ça rentre en ligne de compte. Alors tu as en partie raison. C'est vrai que le Resident Evil le plus vendu, c'est Resident Evil 5, tu vois. qui s'est vendu à 14 740 000 copies depuis sa sortie en 2009. Donc, sachant que c'est l'épisode le plus décrié de la saga, c'est vraiment l'épisode le moins apprécié sur le Metascore, c'est quand même assez fou. Bon, après, c'est vrai que Resident Evil 4, qui est quand même culte, a bien lancé bien lancé la saga à ce moment-là. Les jeux d'action commençaient à être à la mode, hein. C'est vrai qu'on avait eu du Dead Space, il y avait du Army of Two à l'époque, les premiers Gears of War, donc qui commençaient à arriver. Donc on était vraiment dans la grosse période, mais voilà, de tous les temps, on va dire, le Resident Evil le plus vendu, c'est Resident Evil 5. C'est fou. Hein. Juste derrière, Resident Evil 4, donc tu as eu raison également, cool. Avec 12 388 000 copies depuis 2005. Donc c'est aussi énorme, donc qui est pour beaucoup l'épisode préféré de la saga. Oui, beaucoup. Et derrière, en numéro 3 sur le podium, c'est Resident Evil 6 avec 12 331 000 copies également, le jeu étant sorti en 2012. Donc c'est les deux épisodes les moins appréciés de la saga, en fait, sont tous les deux dans le top 3. Donc c'est quand même assez fou, déjà. Juste derrière, on a Resident Evil 7, qui s'est vendu à 11 700 000 copies depuis sa sortie en 2017. Je l'aurais dit, lui. Donc gros succès quand même. Mm-hmm. En numéro 5, on a Resident Evil 2 Remake à 11 200 000. Donc c'est également un très gros succès. Et pourquoi je voulais parler de cette news ? Parce qu'en fait, derrière, on va voir que les chiffres tombent de façon fat, quoi. Les chiffres tombent pas mal. On a Resident Evil Village, donc 7,4 millions, ce qui est un succès, mais quand on compare au Resident Evil 2 Remake, par exemple, ou au Resident Evil 7, ça fait quand même quasiment la moitié, donc ça fait quand même pas le figure. Resident Evil 3 Remake, 6,4 millions. Donc pareil, très bon aussi, mais quand on voit le remake à 11,2 millions, c'est quand même une sacrée claque. Et ton chouchou, Resident Evil Rebirth, arrive en 8e position. Avec 6 139 000 exemplaires. Mon chouchou. Voilà. Si on suit donc la tendance, ensuite on a Resident Evil 2, 6 114 000, Resident Evil de 96, donc l'original, 5 331 000. Alors, 5 millions de ventes à l'époque de la PlayStation. C'était énorme. C'est vraiment beau. C'est ouf. Resident Evil 0, 5 53 000. Donc c'est pareil, ça chute encore. Révélation 2, 4 100 000. Révélation, le premier, 3 946 000. Ensuite, on a Resident Evil 3, 3 570 000. Le Code Veronica avec 2,9 millions. Opération Raccoon City avec 2,7 millions. Et ensuite, pour finir, les Outbreak avec 1,6 million et Umbrella Chronicle 1,5 million. Donc on voit quand même que la saga canonique est très bien placée. C'est surtout les spin-offs en fait qui ne se vendent pas aussi bien que les autres. Un Révélation 2, je m'attendais à quand même aller voir plus sur une marche plus haute en termes de vente. Oui, le mérite. Parce qu'ils sont dispo sur tous les supports en plus. On les a sur toutes les consoles et tout. Donc, mais non, c'est des épisodes qui sont un peu boudés. Donc c'est assez intéressant, c'est que c'est une saga qui pèse, mais j'ai l'impression qu'au fil du temps, en fait, elle se vend quand même de moins en moins. Et oui, t'as raison, c'est une saga qui a une énorme aura, mais les chiffres que tu présentes m'ont étonné. Le 5, je le savais qu'il était très bien placé, mais pareil, voilà, c'est
c'est un épisode où on a perdu Shinji Mikami. Il y a eu pas mal de changements et de le voir si bien placé, c'est étonnant. Mais je sais qu'il y avait pas mal de bundles. Tu sais, la 3.6, elle était vendue avec Resident Evil. Moi, j'avais acheté la mienne comme ça. Mais en tout cas, la stratégie de Capcom pour vendre beaucoup de jeux, c'est le multiplateforme. Ils arrosent partout leurs jeux, comme le Rebirth. On l'a retrouvé sur Wii U, sur Wii, des portages partout. Mais regarde, Elden Ring et Hogwarts Legacy sont déjà mieux placés que le meilleur des Resident Evil. C'est fou. Bah oui, tout à fait. Donc on en revient à ce que je disais lors d'un précédent podcast, même si la force de frappe d'un survival horror est quand même assez forte, ça reste quand même toujours un style de jeu de niche en fait. Ouais, c'est vrai. On reste sur, ils ont passé ça, beaucoup ont passé les 6 millions, 5 millions, on peut dire que c'est des très beaux succès, mais à côté d'un Hogwarts, d'un Elden Ring, ça fait quand même un peu pâle figure. Tu regardes Resident Evil 2 Remake, il a 11 200 000, moi c'est mon préféré, tu vois, donc c'est mon préféré de la saga. Il est derrière Resident Evil 7 qui a tout éclaté quand même, 11 millions 7, et surtout Resident Evil 3 Remake et Le Village, qui sont, c'est pas des déceptions à proprement parler, mais quand on compare aux autres, on peut dire que c'est un peu, une déception quand même. C'est vrai. Voilà, très intéressant. Et pour finir, Resident Evil, c'est également 7 films, donc 6 films qui suivent, dont un reboot, 4 films animés, une série animée et une série live. Il y a également 7 romans, 2 séries de manga. C'est vraiment devenu une œuvre cross-média, du coup, on peut le dire. Et après, les films sont ce qu'ils sont, et même tout l'univers autour est ce qu'il est. Je sais que les séries de manga, il y en a une qui était sympa, qui était assez proche de RE6, qui était plutôt sympa. Moi, j'adore les romans. J'ai tous les romans et c'est vrai que j'aime beaucoup. Alors les romans, c'est la seule chose que je n'ai pas essayé, tu vois. Donc, au final, j'ai eu les titres, je vais un petit peu me plonger dessus. Mais voilà, donc c'était pour faire un point sur cette saga qui a marqué l'histoire du jeu vidéo et qu'on puisse la remettre en perspective par rapport aux ventes actuelles. Ouais, non, t'as bien fait parce que même qu'on soit Resident Evil ou pas, tout le monde connaît déjà. Mais en plus, c'est des chiffres où il y a des choses à dire et franchement, c'était très très intéressant. Franchement, bravo. On va voir ce que va donner les ventes de Resident Evil 4 Remake, mais là, moi je pars du principe que c'est une saga qui est quand même en perte de vitesse. À voir. Oh, le 4, il va redresser tout ça. 4 Remake. Oui, je pense aussi. Pour enchaîner, je vais vous parler du jeu Meet Your Maker. Est-ce que tu as déjà vu ce titre passer ou pas du tout ? Eh bah pas du tout. Eh bah ça ne m'étonne pas parce que je suis tombé dessus il y a 4 jours déjà, donc c'est en tombant dessus, je me suis dit mais il faut que j'en parle. Est-ce que c'est le genre de titre un peu obscur comme ton pot de mayonnaise ? Non, c'est pas un jeu obscur comme le pot de mayonnaise où il faut cliquer 10 000 fois dessus pour avoir un platine. Non, on n'est pas là-dessus. Par contre, tu connais très bien le studio et c'est là où je vais t'étonner. Je voulais te surprendre un petit peu avec ce jeu. Le studio, c'est Behavior Interactive, donc studio québécois. Leur slogan, c'est « Transformer l'imaginaire en jeu ». Merci Wikipédia. Donc, fondé en 1992. Et c'est un studio qui a fait beaucoup de jeux sur commande. Donc, c'est un vieux studio, mais qui a fait plutôt des jeux... ils ont fait du Spider-Man pour la DS, ils ont fait des jeux Disney, je crois. Enfin, ils ont fait pas mal de jeux à licence sur commande. D'ailleurs, j'ai dit Disney, oui, il y avait Monstres et compagnie. C'est pas Disney, Monstres et compagnie, je crois. Oui, c'est plutôt, Disney Pixar, c'est Monstres et compagnie. Ok. Ils ont fait de l'Iron Man, enfin, ils ont fait beaucoup de jeux à licence, du Seigneur des Anneaux. Ils ont fait Dance Inferno, d'ailleurs, sur PSP. Mais plus récemment, ils ont commencé petit à petit à faire des jeux création originale, dont un qu'on adore tous les deux, qui est Dead by Daylight. Ah oui, carrément. Qui a eu un sacré succès. Qui a eu un très beau succès d'estime. Au début, ils avaient une petite communauté qui a fait que de grossir, et de bouche à oreille a fait que le jeu est devenu un petit peu un des incontournables du jeu multijoueur, un peu survival horror, à gameplay asymétrique, où on joue un grand méchant, très connu, Freddy Krueger, etc., contre des mecs une équipe de joueurs qui doit survivre. Et donc, ils présentent petit à petit leur nouvelle production qui s'appelle donc Meet Your Maker, un jeu de tir FPS qui est aussi un jeu de construction, de stratégie, de puzzle game. Donc je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout ça. Donc déjà l'univers te plairait, on est sur du post-apocalyptique, plutôt futuriste, vraiment bien futuriste, mais avec un aspect aussi cyberpunk, un peu crade, tu vois, la Mad Max, où t'as des mecs un peu organiques, mécaniques, et en même temps ils côtoient des robots, donc tu vois un peu un méli-mélo de tout ce que le post-apo fait en mode futuriste vraiment. D'accord, ouais. Et en gros,
on va jouer, on va incarner un personnage en vue FPS qui va devoir effectuer des raids dans des labyrinthes pour aller choper des ressources. Et une fois qu'il a réussi ce raid, il revient à son hub, enfin sa base, et il reprend d'autres raids pour petit à petit accumuler des ressources. Donc ces raids, en fait, toute la saveur du jeu, c'est que ces raids, ces labyrinthes, ce sont des labyrinthes construits par les joueurs. Donc c'est un jeu qui sera communautaire où tout le monde va construire son petit labyrinthe où ils vont déposer des pièges, ils vont rendre le parcours le plus difficile possible pour que les autres joueurs ils fassent ces raids-là et ils réussissent à choper ces ressources pour faire évoluer leur base, etc. Un concept vraiment original. Franchement, j'ai jamais vu ça auparavant. C'est original, ça va être communautaire, c'est du multijoueur. Ça a l'air plutôt prometteur d'un point de vue direction artistique et d'un point de vue... Sur le papier, franchement, c'est pas mal. Et ils ont l'air d'avoir bien peaufiné leur recette. Et moi, tout cet aspect, si tu veux... essayer de faire des puzzles que d'autres joueurs ont essayé de construire et essayer de survivre dans tout ça, je trouvais que c'était en multijoueur, ça pouvait être vraiment très très rigolo. Donc ça sort le 4 avril et donc sur toutes les plateformes et Day One dans le pas Game Pass, c'est dans le PS Plus essentiel. Étonnamment. Excellent, carrément. Oui, pour une fois, c'est bien, un petit peu de nouveauté. C'est ouais. Cool. Parce que tu vois, quand on dit Game Pass, quand on dit Day One égale Game Pass, et là, exceptionnellement, c'est dans le PS Plus essentiel en plus. Mais ce sera dispo sinon sur toutes les plateformes, avec du cross-platform a priori de prévu. Donc voilà, hâte de tester parce que ce studio-là, ils ont fait vraiment du très très bon travail avec Dead by Daylight qu'on apprécie tous les deux. Donc affaire à suivre. Surtout le suivi sur le long terme. Ouais, ils sont très bons sur le suivi des jeux, tu as raison. Ouais, là-dessus, Dead by Daylight, ils ont fait beaucoup de mises à jour, ils en font encore, il y a du contenu de Resident Evil d'ailleurs. Silent Hill aussi, enfin voilà, très très cool. Vivement, comme on dit, voir ce que ça va donner. Exactement. Pour finir, donc après Goldorak, la news que tu nous as parlé la semaine dernière, Microïd annonce Cobra, une adaptation de Cobra. Donc là, Microïd se positionne fortement sur les adaptations BD et manga en jeux vidéo. L'éditeur s'est déjà penché sur quelques licences phares comme Astérix, Black Sad, les Schtroumpfs également. Ils ont fait plusieurs petits jeux. Oui. Et il y a quelques semaines, l'éditeur publiait une vidéo dévoilant du gameplay donc de Goldorak, le festin de loup que tu nous as débriefé de façon très professionnelle, je dois le dire. Oh, merci. Ils reviennent donc déjà avec un autre projet et annoncent avoir signé un partenariat avec TMS Entertainment afin de proposer une adaptation du jeu vidéo Space Cobra. Donc le hors-la-loi équipé de son psychogun caché dans son bras gauche, le cigare à la bouche avec un physique très inspiré de notre Jean-Paul Belmondo national. Donc autant te dire que moi je suis encore plus hypé par Cobra que par Goldorak, vraiment. Et je suis mais vraiment très pressé de voir ça. Ouais, moi je suis plus hypé par Goldorak. Donc on aura chacun notre jeu, on est content. C'est vrai que Cobra, je trouve ça, si tu veux, beaucoup plus ambitieux. C'est du space opéra quand même, c'est un univers ultra étendu, ça me semble plus ambitieux que Goldorak, donc je suis vraiment très très curieux. J'espère qu'ils vont y mettre les moyens. Mais c'est cool, en tout cas pour nous, tous les deux, on est ravis. On avait fait le jeu de rôle, très bien d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est un univers qu'on aime beaucoup, donc à voir. Tu l'espères comment ce jeu ? Alors moi j'y crois beaucoup et surtout Microïd traduit tous ces jeux en français. Il y a une localisation toujours. Et le doubleur de Cobra double toujours Cobra. D'ailleurs il l'a doublé dans la dernière série télé qui est sortie maintenant il y a une dizaine d'années, mais il double toujours. Et pourquoi pas avoir la vraie voix de Cobra, française en tout cas, dans ce jeu. Moi je sais que j'y crois beaucoup, voir un peu ce que ça va donner. Bon après je sais que Microïd c'est un petit studio, je sais qu'ils font souvent des jeux A, des jeux pas double A, mais vraiment des jeux A. Mais ça, c'est pas grave. Je sais qu'ils font souvent des jeux avec le cœur, en fait, et quand on voit les jeux qui sortent, c'est pas des grands jeux, ils vont pas avoir des notes dithyrambiques, c'est vrai, mais on sent qu'il y a quand même une passion derrière. Rien que le Black Sad, le jeu Black Sad est buggé, certes, j'ai eu pas mal de mal sur mes parties, à l'époque, ça a dû être modifié. Par contre, en termes de jeu narratif et d'histoire très proche de la BD, c'était fantastique, parce qu'on était vraiment dans l'univers de Black Sad, en fait. Donc s'ils peuvent me faire la même chose avec Cobra, mais je dis oui. Ouais, t'as raison, je te rejoins sur le côté passion. C'est des éditeurs et des développeurs à qui on peut faire confiance pour le respect de l'œuvre.
Donc je pense que tu seras bien gâté avec ce jeu. J'y crois en tout cas. Rien que sur le débrief des réalisateurs du jeu Goldorak, du coup, Oui. On sent la passion qui traverse ces gars-là. Et là, j'ai hâte de voir ça. Bon, je ferai le test et la chronique sur Goldorak et tu feras celle sur Cobra, du coup. Exactement. Deal avec nos éditeurs. Voilà. Pourquoi pas faire un sujet hors sujet sur Cobra aussi également? Oui, pourquoi pas? On est fou, on est chaud là, on est chaud. Ouais, on a matière, on connaît ces sujets-là. Exactement. Bon, ainsi se concluent les news. C'est le moment de passer à ton test. Le test que tu nous as préparé avec amour. On t'écoute. Avec amour, c'est le mot. Parce que ce jeu, c'est vrai que je l'adore. Donc, est-ce que ça va être une chronique fanboy? Il y a des chances, mais des fois on en fait, des fois on n'en fait pas. Mais en tout cas, j'aime énormément ce jeu. J'ai même, tu vois, nommé cette chronique le roguelite pour les gouverner tous. Voilà, ça met le ton. Donc, qu'est-ce que Dead Cells? Donc, c'est un jeu, c'est un roguelite. Donc, je vais réexpliquer un petit peu ce qu'est ce jeu, enfin ce style de jeu. C'est un roguelite Metroidvania, jeu d'action, sorti le 7 août 2018. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi j'en parle? Parce qu'ils ont sorti une extension, Return to Castlevania, sorti le 6 mars 2023, là, très récemment. Et voilà, Castlevania, enfin moi, c'est une licence de cœur aussi. Donc un crossover entre Dead Cells et Castlevania, c'était évidemment pour me faire plaisir. Ça a été annoncé, je sais pas si tu te souviens... Kira, mais c'était annoncé au Game Awards. On avait eu le premier trailer quand on avait débriefé les Game Awards, et c'était à cette occasion qu'ils avaient fait le trailer là-dessus, et c'était vraiment, vraiment, vraiment magnifique. On en avait même discuté à ce moment-là, que ça faisait partie de tes plus grosses attentes, donc là, ça y est, c'est chose faite. Continuité, très bonne mémoire, tout à fait. C'était dans le top de mes attentes de ces Game Awards, enfin des annonces. Et donc ce jeu et ce DLC est développé par Motion Twin, qui est un studio bordelais, donc français. Donc Cocorico, voilà, ça il fallait que je le dise. Donc en termes d'histoire, et en plus il y a quelque chose que tu aimes, Kira, dans le fonctionnement de l'histoire, c'est que c'est une narration un peu à la Dark Souls, où c'est plutôt les décors, les boss que tu vas rencontrer, les notes que tu vas trouver un petit peu par-ci par-là. Il n'y a pas de cinématique, vraiment le jeu te plonge dans son lore, et si t'es attentif, tu vas petit à petit capter des choses du scénario. On se retrouve avec une ambiance vraiment travaillée. Ouais, exactement. C'est très travaillé, c'est quelque chose qu'on aime bien. Mais en gros, le synopsis, c'est il y a une maladie qui fait rage dans le royaume, c'est plutôt au Moyen-Âge. Le roi cherche un remède à cette maladie pour sauver son peuple. Et il fait un deal avec un alchimiste un peu fou qui développe un remède, sauf que ce remède, il transforme le peuple en monstre. Donc on peut se dire que c'est embêtant sur le papier, sauf que le roi, lui, il se dit il y a peut-être quelque chose à faire et de faire une armée un petit peu vénère avec ça. Donc il utilise le remède pour transformer tout le monde en une armée surpuissante, armée qui devient incontrôlable. Le roi essaie de tuer tout le monde et nous, on fait partie de ces personnes qui ont été sacrifiées et on est là pour se venger de ce roi un petit peu fou. Voilà. Tu vois, somme toute assez classique comme scénario. Classique mais efficace. Classique mais efficace. Donc le système de jeu, on est dans un roguelite. Donc j'ai déjà expliqué la grande famille du roguelite, ce que c'était à l'occasion, tu sais, de notre test de Moonlighter, qui est d'ailleurs, comment un de nos épisodes les plus plébiscités et écoutés. Mais en gros, le roguelite, c'est un jeu où on évolue, où on progresse au travers de la mort. En fait, la mort fait partie intégrante du gameplay. Plus on va mourir, plus on va se renforcer et plus on ira loin dans le jeu jusqu'à tuer le big boss. Et une fois qu'on a tué le big boss, on recommence tout ça et on fait des runs. En fait, c'est des petites parties plus ou moins courtes, une demi-heure, 1 heure, dans lesquelles on va petit à petit gagner en compétences et notre personnage va devenir de plus en plus fort. Donc ça, c'est ce qu'est le roguelite. Donc, on est en face d'un jeu d'action en 2D, style Castlevania Metroid. Je pense que ça parlera à tout le monde. On a une touche de saut, de l'esquive. On a 2 armes. Une arme principale qui est souvent une épée ou autre. Une arme secondaire qui est un bouclier et un arc. Et on a sur les gâchettes des armes spéciales comme des grenades et des pièges, par exemple. D'accord. Donc quand on commence la run, on n'a rien du tout. Et c'est au fur et à mesure de l'avancement dans la partie qu'on va récupérer des armes, on va se stuffer, on va devenir de plus en plus fort. Et dès qu'on meurt, on repart à zéro et on fait ces loops comme ça à chaque partie. Oui, directement. Donc voilà, c'est du roguelite pur et simple, mais extrêmement efficace. Et en termes de game design, donc ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, on fait un niveau et à la fin de ce niveau, on a le choix entre plusieurs biomes
pour passer d'un monde à l'autre. Donc par biome, on entend un autre niveau, mais qui a un aspect différent. Ça peut être une jungle, des égouts, un temple, etc. Donc on fait notre niveau, on débloque des biomes, on choisit celui dans lequel on veut aller, et on continue jusqu'à atteindre le big boss de fin. D'accord. Donc il y a beaucoup d'exploration dans des niveaux assez labyrinthiques, on s'ennuie jamais, et en plus tu sais Kira, c'est des niveaux qui sont générés aléatoirement, donc d'une partie à l'autre tu sais jamais ce que tu vas découvrir, c'est jamais le même circuit, le biome est identique, Oui. L'aspect est identique, mais à chaque fois les salles sont différentes, et ça c'est plutôt différemment, cool. quoi. Exactement. Et donc pourquoi c'est le roguelite par excellence? En fait, je l'ai noté dans ma section d'après, c'est le jeu des références. Et c'est ce que j'aime énormément avec ce jeu. Il a déjà sorti, avant Castlevania, des petits DLC gratuits qu'ils appellent Everyone is Here, en 2 volumes. Le premier volume, on retrouvait des éléments de Hollow Knight, Hyper Lift Drifter, Blasphemous, excellent jeu. Guacamelee aussi, je crois que tu connais Guacamelee. Ouais. Donc en fait, tu vois, sur ce premier volume, ils ont sorti, tu peux avoir des skins, tu peux avoir des armes en rapport avec ces jeux. Tu as des lore rooms, donc tu tombes sur des pièces qui sont spécifiques à ces jeux en référence, donc ça c'est plutôt sympa. Dans la deuxième partie de ce DLC, ils ont sorti des références à Hotline Miami, Katana Zero, Risk of Rain, Terraria, Slave of Pyre, que j'adore par-dessus tout. Donc tu vois, c'est vraiment un jeu qui fait vivre la communauté du jeu indépendant au travers de références qui sont hyper cool. Donc ça, rien que pour ça, si tu veux, c'est une lettre d'amour au jeu indé. Et ils ont sorti, du coup, Return to Castlevania. Donc qu'est-ce que ce DLC intègre? Donc déjà un DLC à 10€, il me semble, un peu plus cher que les autres, où on a tout plein d'éléments de la saga culte de Castlevania. Par exemple, tout bête, mais le screen d'accueil du jeu change, où on a le château de Dracula, et bien rien que ça, tu vois, ça met déjà un petit peu les frissons quand t'es fan. Tu rencontres des personnages, tu rencontres Alucard, Richter, Richter Belmont. Les grands noms de la saga, quoi. Tout à fait, les grands noms de la saga. Tu as des armes emblématiques, donc la Vampire Killer, la croix, l'eau bénite, bouclier épée d'Alucard. Donc pareil, tu vois, quand tu trouves dans ton niveau ces stuff-là, bah t'es trop content. De nouveaux biomes, donc ce qu'on appelle biome niveau, le château de Dracula, évidemment, qui fait partie de ces 2 niveaux. 3 nouveaux boss, dont Dracula. Je citerai pas les autres, mais vous vous doutez qu'à un moment on combat Dracula en big boss. Il y a 20 skins en plus. J'adore le skin d'Alucard, d'ailleurs, c'est celui que je mets. Ils ont intégré les mobs du jeu, donc il y a le squelette, il y a tous les personnages, les ennemis cultes du jeu. 51 morceaux de Castlevania, de musique, dont 12 qui ont été réarrangés pour l'occasion par les compositeurs originels. Donc tu vois, pareil, en termes d'ambiance sonore, les thèmes musicaux sont absolument exceptionnels, et ils ont même mis un personnage jouable. Tu vois, un énorme ajout pour les fans de Castlevania, c'est vraiment hyper riche. Comme Dead Cells à la base est un jeu qui se joue comme Castlevania, bah, tout ça s'intègre vraiment très très bien. C'était presque le crossover parfait, parce que Dead Cells déjà de base empruntait énormément à Castlevania dans sa construction. Donc tu vois, c'est d'une évidence ce DLC. Oui, c'est vraiment le fils spirituel qui se réinspire du père. Voilà, la boucle est bouclée presque. Donc tu joues à Dead Cells, mais t'as les musiques de Castlevania avec les armes de Castlevania dans le château de Dracula, et tu combats les monstres de Castlevania. Enfin, tu vois, c'est excellent. C'est vraiment pour faire plaisir aux joueurs. Et puis je suis certain que ça se vendra très très bien. Donc un petit peu les plus et les moins de ce jeu et de ce DLC. Donc les plus, et vous le verrez au travers des screens que l'on postera sur les réseaux, mais le pixel art est absolument magnifique. On adore tous les deux ça en plus, Kira, mais franchement en termes de design c'est très beau. Le gameplay, et c'est ce que j'aime dans Dead Cells, c'est que c'est ultra dynamique, ça va très très vite. Les niveaux s'enchaînent, les mobs, c'est pas des sacs à PV, on les tue généralement assez facilement. Leurs patterns, les coups que font les ennemis sont clairement identifiables. Donc il y a un vrai niveau d'accessibilité en plus. Ça peut être des jeux qui sont, tu sais, un peu... Quand tu connais pas, t'oses pas y toucher, mais là c'est accessible, on peut y aller, on aura du plaisir tout de suite. Oui. Aussi ce que j'aime, c'est qu'il y a des environnements très variés. Donc on passe des égouts à un temple, à un château, à la tour de l'horloge, comme dans Castlevania. Donc très très sympa.
La durée de vie, c'est presque infini, hein, parce que le système, le principe, c'est comme le jeu Hades, tu sais, on fait des runs, on les enchaîne. Et ce jeu, il aspire notre temps. Quand tu joues à un jeu comme ça, tu vois plus le temps passer, et donc la durée de vie est complètement infinie. Et est-ce qu'il y a des moins dans tout ça ? Même si je suis ultra fan de ce jeu, j'avais mis au début qu'il n'y avait aucun point négatif, mais il y en a évidemment qui sont attraits un petit peu à ce système de jeu. Le roguelite, comme on fait quand on enchaîne des runs, ça peut paraître un petit peu répétitif à la longue. C'est ça, la répétitivité, ouais. Mais ça, si tu veux, c'est plus des défauts qui sont vraiment attraits au style du jeu plutôt qu'au jeu en lui-même qui est très très bien construit. Et j'ai un petit grief quand même par rapport à ce DLC de Castlevania que j'adore. Il y a seulement 2 environnements. Donc c'est... Oui, c'est dommage, parce qu'ils ont fait le job en termes de musique. T'as presque 60 musiques qui ont été intégrées, et pour certaines réorchestrées. T'as des dizaines d'armes, t'as 20 skins, et ils te mettent seulement 2 niveaux. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'aurais aimé revoir des environnements un peu plus variés de Castlevania, surtout qu'il y a de quoi faire quand même, avec tout ce qu'il y a dans Castlevania. Donc ça, c'est mon point négatif quand même, qui est à noter pour le DLC. Et sinon, c'est vrai que d'habitude je fais des coins presse, mais là les notes sont tellement élevées, elles gravitent tout autour de 18, 9 sur 10, le Metascore est à 90, les joueurs ont été très conquis. Ouais, les gars sont chauds. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire de ce niveau-là, c'est unanimement reconnu comme étant un très très grand jeu. Et si vous voulez découvrir le roguelite, j'avais fait... Moonlighter qui est une bonne proposition, et Dead Cell en est une encore plus encore meilleure, et il est dispo sur toutes les plateformes, enfin on peut le trouver facilement. Il est dispo à quel tarif ? Alors le tarif du jeu en lui-même, je pense qu'il est, j'ai pas vérifié, mais pour moi ce sera aux alentours de 15-20 euros, je pense, à confirmer. D'accord. Mais c'est pas un jeu qui est très cher. À voir aussi s'il est dans le Game Pass. Oui. On pourra checker ça après, on le mettra sur les réseaux. Mais en tout cas, c'est un jeu qui coûte vraiment pas cher. Ah, c'est cool. Franchement, si la durée de vie est bien et tout, et que l'hommage est aussi appuyé, aussi bon, mais carrément quoi. Ouais. Et durée de vie, le contenu, on peut y jouer des années à ce jeu-là, parce qu'en plus, il l'alimente de DLC gratuits, en référence, comme je le disais, à d'autres jeux indépendants. Saga, ouais. Donc vraiment, ils sont ultra généreux. Donc je conseille vraiment vivement ce jeu. Et en conclusion, mon test s'arrêtera là. Je disais un roguelike pour les gouverner tous. Donc, est-ce que c'est le roguelike ultime ? En fait, c'est le roguelike dans sa forme la plus classique, mais en même temps poussé avec une efficacité vraiment au paroxysme. Il est extrêmement bien fait. Il n'y a pas forcément d'originalité comme Moonlighter qui avait intégré un système, tu te rappelles, de magasin et tout, qui était pas mal, qui était intelligent. Oui, carrément, oui. C'était cool. Là, Dead Cell, il n'y a pas forcément... Ils font le job, mais ils le font excessivement bien. Et en ça, c'est un excellent point d'entrée, comme on le disait, pour ce style de jeu. Et en plus, pour moi, là où il se démarque, c'est en faisant plein de références, comme je l'ai dit, à différents jeux de la scène indépendante, qui font que, pour moi, c'est je le mets même devant Hades, que j'adore, hein, mais c'est de ce style de jeu, c'est mon top 1, tu vois. Donc grosse recommandation. Et puis le fait de taper aussi large, en fait, ça permet aussi aux gens d'avoir une porte d'entrée qui leur convient peut-être mieux au final. C'est vrai que le concept de roguelite peut faire un petit peu peur. Oui. Et d'être sur peut-être une licence, un jeu qui nous plaît de base, en termes de skin, peut aider justement à rentrer dans ce jeu, quoi. Oui, complètement. Tu as tout dit. Pour moi, c'est le plus gros point fort de ce jeu, c'est que c'est le point d'entrée idéal à un style de jeu qui est ultra chronophage, ultra bien pensé, c'est addictif au possible, et celui-ci, c'est le cas d'école. C'est le très très bon élève qui en plus va chercher de la personnalité en faisant des crossovers, et voilà, en ça, moi je l'adore, et je continuerai à y jouer. J'y joue sur la durée depuis quasiment sa sortie, et c'est un des jeux en tout cas qui me quitte pas au quotidien. Tu vois, que j'aime bien relancer régulièrement et faire de petites runs, une demi-heure, 1 heure, hop, et je l'oublie pendant 2 semaines et je retourne dessus. Enfin, c'est comme ça que ça se consomme, ce genre de jeu. C'est des jeux qui nous quittent pas et qu'on apprécie, qui rendent vraiment addictifs. Plutôt cool en tout cas. Donc si j'ai bien compris, je suis pas sûr, hein, tu le conseilles? Alors, je conseille. Je voulais faire un peu de suspense, mais oui, je conseille. Allez-y pour découvrir un style de jeu. C'est le jeu qu'il faut absolument prendre. Je le conseille. C'est Dead Cells. Et en plus, vous avez la cerise sur le gâteau avec le DLC qui vient de sortir, Return to Castlevania, qui est un gros hommage magnifique.
j'ai adoré. Bon, ainsi se conclut la partie test également. On fait un petit point réseaux sociaux. Vas-y, je te laisse faire. Petit point réseaux sociaux, ok. Écoute, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. Et voilà, on a des petits contacts sympas avec des personnes qui nous ont contactés cette semaine, que l'on salue et qui sont retrouvés fort sympathiques. Donc on fait ce podcast aussi pour rencontrer des gens gentils comme on en a eu l'occasion il y a peu de temps. Sur Twitter, évidemment, on a même une adresse mail qui est dispo sur tous les podcasts. Si vous n'êtes pas trop aux réseaux sociaux et que vous nous écoutez, vous pouvez aussi nous envoyer des mails, n'hésitez pas. Et on est là en tout cas pour échanger avec vous et on le fait avec grand plaisir. Exactement. Et puis ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec vous sur si vous êtes d'accord ou non avec nos tests, avec nos retours. C'est bien aussi d'avoir des avis différents. Ouais, carrément. C'est mon tour. En sujet hors sujet, on va parler bande dessinée, comics plus principalement, mais également on va parler jeux vidéo également, car c'est une œuvre cross-média, comme on l'a souvent annoncé. On va parler de la série de comics Gotham Knight, alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais Gilded City ou Gilded City avec un accent dégueulasse, qui est une série préquelle en fait qui se passe avant le jeu Gotham Knight. Donc c'est édité par Urban Comics en 6 tomes de 4,90€ chacun. Okay. C'est scénarisé par Evan Nassis et illustré par Abel, donc qui sont deux scénaristes et dessinateurs que je ne connaissais pas trop. Fait amusant, Evan Nassis a également travaillé pour les jeux Spider-Man d'Insomniac Games en fait. Donc il reste un peu dans l'univers du super-héros, donc c'est plutôt marrant. Au niveau de l'histoire, donc ça retrace la dernière enquête de Batman, donc assistée par Robin et Batgirl. Ça raconte également des événements passés avec comme autre protagoniste donc un personnage qu'on appelle le fugitif qui est un héros masqué, et ça se passe un siècle avant, en 1847. Donc ce qui est marrant en fait avec cette série, c'est qu'un chapitre sur 2, on va avoir l'histoire actuelle et l'histoire en 1847 en fait avec ce fameux protagonisme différent. En termes de synopsis, donc c'est très classique, c'est une toxine semblable à celle de l'épouvantail semble s'être emparée de Gotham. Tous les habitants fans de sport, de jeux vidéo, de mode semblent dopés à la sérotonine et cherchant à obtenir tous les goodies possibles liés à leur passion, quitte à se battre violemment les uns avec les autres en fait. Donc tu vois, c'est assez rigolo comme pitch, mais ça reste encore une fois très classique, une maladie, ils vont enquêter, enfin vraiment le b.a.-ba de l'univers Batman. Donc dans l'ensemble, la bande dessinée Gotham Knight est une aventure intéressante, elle est bien écrite, sans révolutionner le genre, qui suit les aventures de Batman, Batgirl, Robin, Redwood et Nightwing. Les dessins sont dynamiques et expressifs, avec une utilisation habile des ombres et des lumières pour créer une atmosphère sombre et mystérieuse, donc du Gotham, clairement. Les personnages sont bien développés et leurs interactions sont convaincantes, avec un bon équilibre entre l'action, l'enquête et les moments d'introspection. Cependant, certains lecteurs pourraient être déçus par le manque de profondeur et d'originalité de l'intrigue, qui suit des thèmes familiers des bandes dessinées de Batman, tels que la corruption policière, les gangs criminels, les grandes multinationales. Mais par contre, on a quand même des thématiques un petit peu plus originales, comme la surexposition aux réseaux sociaux, la surconsommation ou le culte de l'image. Intéressant, ouais, c'est actuel. Sur cette partie-là, ça avait le mérite d'être un petit peu différent. De plus, la bande dessinée se concentre principalement sur la Bat-Family, laissant peu de place aux vilains iconiques tels que le Joker ou le Pingouin, par exemple, ce qui peut décevoir certains lecteurs, parce que on le sait tous, un bon méchant fait souvent qu'on se rappelle beaucoup d'un album ou même d'un film, c'est souvent lié, et là les méchants sont là mais sont un petit peu en retrait. Alors, on est vraiment centré sur la Bat-Family. Donc dans l'ensemble, la bande dessinée est une lecture que je recommande pour les fans de Batman et les amateurs de BD, bien sûr. Il y a de bons personnages, une intrigue solide et des dessins de qualité. Cependant, ceux qui cherchent une histoire plus originale et des méchants plus emblématiques de l'univers pourraient rester sur leur faim, en fait. J'ai lu 5 tomes sur 6, le 6e tome n'est pas encore sorti et je les aurai toutes. C'est assez agréable à lire parce que c'est vraiment des petits flyers d'une 50aine de pages, pas plus, donc c'est pas énorme. Au final, tout reviendra à une alentour d'une 30aine d'euros. Dans ces petits comics, on va retrouver des illustrations, des variantes cover, par exemple. On va également retrouver des illustrations de personnalités de chez
chez DC Comics qui font vraiment un travail incroyable. On va retrouver du Jim Lee sur une double page par exemple, on va retrouver du Greg Capullo aux couvertures, on va retrouver vraiment du gros dessinateur en tout cas. Donc voilà, c'est un bon petit bonus pour ceux qui ont aimé Gotham Knight, et c'est vrai que ça permet d'approfondir surtout la personnalité des personnages qui au début se parlent pas trop et on comprend pourquoi en fait. Donc il y a un lien direct avec le jeu ou pas du tout ? Ah, il y a un lien direct en fait, parce que la finalité du jeu, si tu veux, l'enquête de Batman, découle directement de ce qui se passe dans le comics. Ah, ok. Donc oui, gros. Et surtout, gros c'est lien. un univers qui est quand même très différent de l'univers habituel de Batman. On va retrouver des méchants qui ont été redesignés, des héros aussi également, certaines personnalités ont changé. Et c'est un univers alternatif que j'apprécie pas mal. Surtout ce Batman qui est quand même plus sombre. Il a un côté un peu plus paternaliste en fait avec entre guillemets ses enfants qu'il a adoptés. Oui. Mais Ouais, à côté de ça, il va être plus sombre et plus dur avec eux en fait. Donc on va se retrouver vraiment avec un Batman plus un peu plus sensible, et j'ai beaucoup apprécié cette vision de Batman en tout cas, qui essaye malgré lui il va les engrainer en fait dans son délire de justicier, mais qui essaye quand même de les protéger malgré tout sans avoir à les impliquer forcément en fait. Donc cette nuance est vraiment bien retranscrite dans la partie dans le comics en fait, ce qu'on ne retrouve pas du tout dans le jeu du coup, vu que spoiler, le début du jeu il est mort Batman. Donc du coup voilà. Mais donc je le conseille aux fans du jeu, aux fans de comics Batman. C'est pas la meilleure adaptation de Batman que j'ai lue, mais c'est de loin une des adaptations actuelles les plus agréables à parcourir en fait. Alors est-ce que c'est parce que je les ai lus au compte-gouttes et tous les mois j'avais mon petit chapitre et voilà, je m'amusais bien, mais voilà, il n'y a pas ce côté pompeux comme certaines œuvres actuelles. Moi j'aime bien tout le côté cross-média, on en parle souvent, mais je trouve que c'est intéressant d'installer une continuité sur un média différent, que ce soit une série, une BD, un comics, comme tu le dis. Mais là, j'ai vraiment l'impression que, là où par exemple Cyberpunk, tu peux faire le jeu et la série indépendamment, tu t'en fiches, là il faut quand même avoir fait le jeu du coup pour apprécier ces comics, j'imagine. Alors pas forcément en fait, parce que tu peux lire le comics tout seul sans avoir fait le jeu, vu que ça se passe avant. En fait, c'est une histoire de Batman dans une terre alternative, donc ça passe très bien. Après, le jeu, c'est vraiment pour approfondir ce qui a été fait dans le comics, on va dire. Limite, j'ai même l'impression que le jeu est un produit dérivé du comics. Alors que c'est censé être l'inverse, mais le scénariste a fait quelque chose de différent. On le sent passionné de l'univers Batman, mais il a également respecté l'ADN de Batman, et il a respecté vraiment la personnalité des personnages en fait. Toi, on l'a vu dans le jeu vidéo, Harley Quinn est très différente de celle qu'on connaît, par exemple, mais c'est pas choquant malgré ça, parce qu'on reconnaît quand même une forme de Harley Quinn. Ils sont pas partis dans un truc complètement débile, what the fuck, et surtout ils se torchent avec le personnage. Là, c'est pas le cas. Donc c'est vraiment une proposition originale. C'est très différent de ce qu'on connaît de Batman, mais c'est du Batman en fait. La sensation est assez particulière. Ah, ça semble bien fait quand même. Surtout que toi, t'es quand même très très pointu, pas exigeant, mais tu connais très 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 bien cette saga. Et donc, si tu as apprécié, à mon sens, c'est quand même un gage de qualité. Alors exigeant, oui, je suis même un peu obtus sur Batman. J'osais pas le dire, mais donc rien que le dernier film de Batman avec Robert Pattinson, c'est juste pas possible. Inspecteur Gadget, je suis ténébreux. Pourtant, t'as apprécié Gotham Knight quand même. Mais j'apprécie Gotham Knight, mais c'est pareil. C'est vrai que le jeu a ses défauts, mais j'ai passé un bon moment, surtout au niveau de l'histoire en fait. C'est vraiment ce qui m'a emporté. Je me suis senti dans l'univers de Batman. C'est pas le meilleur jeu du tout de tous les temps, mais l'histoire m'a vraiment emporté et j'ai passé un très bon moment là-dessus, surtout les quêtes secondaires avec les méchants en fait. Mais parce que voilà, c'est le Mr. Freeze de Gotham Knight est pareil, très très différent, cette espèce de méca et tout, mais il est tellement différent mais fidèle à la fois, Même le pingouin, j'aimais pas vraiment le style, le design du pingouin au final, mais ce qu'ils en ont fait, je me dis mais ouais, carrément, ça peut être un pingouin d'un univers alternatif en fait. Ouais, mais c'est parce que t'es bien sensible à cet univers que tu connais bien, et quand ils respectent, ou quand en tout cas ils font quelque chose de cohérent, ça te touche et ça te marque. C'est pour ça que t'as aimé Gotham Knight. Moi, j'ai pas cette sensibilité, par exemple, le jeu, je suis passé complètement à côté. C'est même sûr. Non, c'est pour ça c'est intéressant. C'est une expression que j'utilise souvent, la cécité du fanboy. Et c'est un petit peu ça, en fait. C'est vrai que Gotham Knight, j'ai passé un bon moment dessus. Je pense pas le refaire de sitôt, ça c'est sûr, mais j'ai quand même passé un bon moment. Et du coup, cette petite aparté, en fait, m'a également plu. Et surtout, je pense que ça peut
sur les personnes qui font pas le jeu peuvent y trouver leur compte en fait sur une bonne histoire de Batman avec des dessins sympas et c'est là où je m'attendais vraiment à un produit marketing purement mercantile pour surfer sur le succès du jeu. Enfin le succès, spoiler, il n'y en a pas eu. Mais au final non, pas du tout. En fait, on sent que le jeu a été fait à côté dans les bonnes conditions. On sent que les designs, les dessins ont été respectés et tout. Mais les mecs, ils ont fait vraiment leur scénar en fait. Et ça, c'est cool. Intéressant. Ok. Ouais, très cool. Donc c'était le comics Gotham Knight Gilded ou Gilded City qui est donc une œuvre préquelle. Avec ton analyse vraiment très intéressante. Bah merci. Dis donc, c'est déjà fini. Ainsi se conclut notre podcast qui fut assez rapide cette semaine. Ouais, c'est vrai. On s'est bien tenu aujourd'hui. C'est vrai. On est plutôt soft. Donc en attendant, moi ça m'a fait plaisir, encore une fois d'animer ce podcast avec toi. Et puis on vous prépare des petites choses sympas pour la semaine prochaine. Est-ce que tu nous fais un petit peu de teasing sur de quoi tu vas nous parler ? Alors, plaisir partagé déjà. C'était très très cool d'animer avec toi pour nos auditeurs. Et le sujet, moi je suis en sujet hors sujet la semaine prochaine et j'avoue, Kira, je ne sais pas. Je suis dans le doute. Soit ce sera un film ou une série. Peut-être un manga, bref, j'en ai aucune idée. Donc, mais ce sera cool en tout cas, je vous promets. Donc voilà mon teasing. Et toi, du coup, t'as prévu quoi ? En test ? Moi, j'ai prévu un test, donc sachant que le Resident Evil viendra d'arriver quand on enregistrait, donc je ne vais pas faire mon test de Resident Evil directement, je me le réserve dans un mois. Je pense, alors c'est pas encore sûr à 100%, mais c'est bien parti, je pense parler d'un jeu vidéo rétro. Donc voilà, je vous laisse voir, mais je pense parler d'un jeu vidéo rétro. J'ai quasiment fini d'écrire ma critique, et si elle me plaît, parce que c'est pareil, si la critique me plaît et que je la trouve pertinente, je parlerai de ce jeu-là en tout cas. Ça donne envie. Très cool. Écoutez, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite bon courage dans vos occupations, ce que vous êtes en train de faire. Ou si vous allez faire dodo, je vous souhaite bonne nuit. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Ciao. Merci à tous. Ciao.